Alors, j'ai invité Dominique Jacob de l'agence Jacob et McFarlane, qu'on ne présente plus. Non, il va te le faire, mais je vais quand même vous la représenter. C'est une agence d'architecture qui a vous allez le voir dans certains projets, je ne sais pas, Dominique a ajusté son PowerPoint jusqu'à la dernière minute, donc il y a certainement des surprises que je vais découvrir. Il y a des surprises que je vais découvrir avec vous. Évidemment, des problématiques qui ont été abordées aujourd'hui, qu'on va retrouver aussi dans les projets de Jacob et McFarlane. J'ai envie de dire qu'a priori, vous avez tous vu, toutes et tous vu, peut-être au moins une fois dans votre vie, un bâtiment de Jacob et McFarlane, parce que on parlait tout à l'heure, et on l'a encore évoqué avec Nicolas, de cette question des formes, de cette question d'une certaine manière d'une écriture de l'espace urbain, et on peut considérer que Jacob et McFarlane, c'est vraiment une écriture reconnaissable, identifiable, souvent généreuse, et qui s'appuie sur beaucoup des principes qu'on a pu croiser depuis les débuts de cette rencontre. Donc, Dominique, je te passe la parole, et puis je me permettrai de t'interrompre ou de te dire quelques mots, le cas échéant. Avec plaisir. Merci. Écoute, merci de nous inviter avec notre agence à venir à Métamorphose, à venir au Havre. Je suis là depuis ce matin et c'est extrêmement passionnant d'entendre les différentes interventions. Et c'est vrai qu'il y a des résonances entre les différents projets. Je dis même des voisins, on en parlera tout à l'heure. Donc, comme tu le dis, on a une architecture reconnaissable, mais en même temps, on est toujours extrêmement sensible dans nos interventions dans le lieu dans lequel on arrive. On n'arrive jamais avec une idée qui est déjà germée, on attend de venir, on attend de s'immerger, de rencontrer des personnes, de venir par temps pluvieux, par temps ensoleillé, on a parlé des saisons et on essaye toujours, voilà, c'est des fois peut-être qu'on y arrive, mieux que d'autres, mais vraiment on essaie de s'inscrire et aussi de répondre à une question. Donc la question du maître d'ouvrage est essentielle et là vraiment j'insiste. Quand un maître d'ouvrage vient nous voir et nous dit: «Je ne sais pas, mais faites-moi quelque chose», on part. C'est impossible, on n'est pas maître d'ouvrage, on est des architectes, des urbanistes, des designers, mais on a besoin de discuter avec quelqu'un, de comprendre quelle est la commande et qu'est-ce qu'il a envie et ensuite de faire des propositions. Je vais vous montrer différents projets dans différents contextes, différents climats et je pense que plusieurs, on a été plusieurs à en parler aujourd'hui, mais on est vraiment dans cette idée que, il faut alors attends, j'essaie de trouver comment on fait bouger les images d'abord. Bon, je vais cliquer comme ça, c'est bon, pas de souci. Ah, OK, super. Qu'il faut toujours s'acclimater. Il fait plus chaud, il y a des saisons qui changent, et surtout, on ne peut plus aussi bien contrôler notre environnement et ça, l'architecture a un enjeu énorme. On doit réduire notre consommation d'énergie. On doit pour cela, je pense, de temps en temps, réduire notre espace de confort, s'adapter aux saisons, être un petit peu en hibernation en hiver, s'étendre, et on a parlé d'augmenter tout à l'heure, pouvoir s'étendre en été. Mais cette adaptation, elle est essentielle. On a parlé de contrôle des ressources, on a besoin d'avoir une certaine sobriété, mais pour moi, la sobriété n'est pas austère. La sobriété est aussi une manière de redécouvrir des espaces, de redécouvrir des liens, de redécouvrir des usages. En fait, elle est créative. Et c'est vraiment dans ce contexte que nous nous plaçons. Alors, très bien. Donc là, je vous peux donc parler d'un projet en Islande. C'est des concours qui s'appellent C40 Reinventing Cities. Et ce sont des concours que nous avons trouvés extrêmement intéressants parce qu'en fait, les critères de sélection pour être lauréat ne sont pas en fait strictement architecturaux, mais sont d'abord environnementaux. Et donc, ils avaient établi une grille de 14 cibles. Et il fallait pouvoir répondre à ces 14 cibles pour en être lauréat. On en a gagné 2, on en a gagné un en Islande, au nord de Reykjavik, et on en a gagné un à Saint-Denis, l'extension de l'espace Pléiel qui malheureusement a été abandonnée. Mais qui était extrêmement intéressant quand on parle de dette carbone. Donc ce contexte en Islande, c'est dans un ancien site industriel pollué. Et donc en fait des industries qui finalement ferment. Et la ville s'est donc engagée à dépolluer le site et de profiter de cette dépollution pour y construire des logements, parce que Reykjavik manque beaucoup de logements. Il y a beaucoup d'étudiants, manque de logements étudiants.
et se sont donc lancés dans un développement de transport urbain. Je ne sais pas si vous voyez la souris ou s'il y a un curseur, hein. Et donc, vous voyez le petit pointillé qui est ici. Et donc, il y a tout un développement d'une ligne de transport collectif qui est en cours de construction et qui va permettre donc de relier le cœur de Reykjavik à des espaces d'expansion. Et ce projet-là qui est ici, en fait, est un des premiers sites qui va être construit. Donc, en lieu et place d'une ancienne usine qui est là. Et pour la ville de Reykjavik, c'était extrêmement important d'avoir donc un bâtiment avec le carbone contrôlé. Donc, c'est un bâtiment en construction bois. On est en Islande, vous avez vu la première image. On a la chance d'avoir une énergie gratuite avec la géothermie. Donc là, c'est déjà un facteur extrêmement important. Mais par contre, on est dans un pays où 6 mois de l'année, on est dans le froid, on est dans la neige. Et là, les espaces urbains disparaissent. Et ce qui fait que donc l'espace intérieur devient extrêmement important. Parce que même si tout à l'heure, je vous ai parlé de restreindre son espace de vie en période d'hiver, en Islande, c'est quand même plus de 6 mois de l'année. Et donc, on a développé un projet en circulant dans la ville de Reykjavik. On a vu des résidences de logements qui avaient été construites dans les années 50 et qui étaient extrêmement intéressantes parce qu'elles étaient développées des grandes cours. Donc, il faut savoir, en Islande, il y a très peu d'urbanisme. Les villes, il n'y a pas vraiment d'urbanisme structuré. C'est plutôt des maisons, des bâtiments qui se sont construits. Il y a des routes, mais il n'y a pas vraiment des développements urbains comme on peut voir en France. Et, euh, et donc, c'est souvent plutôt des bâtiments monolithes qui sont posés et qui finalement sont exposés aux intempéries. Et donc, nous, on a profité de ce site qui était vaste, hein, qui n'était pas limité, où on n'avait pas de... Voilà, c'est un site industriel, hein, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas un contexte particulier bâti dans lequel on s'insère, de recréer un environnement habitable plus facilement. Alors, attends, j'essaye de... Comme ça. Voilà, super. Donc, on a recréé ce bâtiment qu'on avait vu dans la ville de Reykjavik, c'est-à-dire un îlot, et qui permet finalement de contrer les vents qui viennent en hiver vers ces façades et de développer un cœur d'îlot qui soit protégé des vents. Et à partir du moment où vous êtes protégé des vents, vous avez le végétal et les arbres qui peuvent se développer. Parce qu'il y a tellement de vent qu'en fait, c'est une île pardon, où il y a très peu d'arbres. Donc, on a développé un îlot qui est assez ouvert pour que le soleil pénètre, mais qui puisse créer une sorte de microclimat dans lequel on peut, on travaille avec un paysagiste islandais qui va tâcher de retrouver des plantes qui ont pu se développer dans différents endroits de l'Islande, les réimporter dans ce site et vraiment développer un jardin, un cœur d'îlot utilisable pour les habitants. C'est un bâtiment avec plusieurs fonctions superposées, donc un rez-de-chaussée très en service, crèche, espace de santé, enfin différents services pour la mairie. Dans les étages, des logements étudiants, des logements sociaux, et on a tout un toit, espace commun, espace partagé, donc espace sportif, pouvoir faire du jogging quand il fait moins je ne sais pas combien dehors. Un espace de serre, en fait, les Islandais ont développé beaucoup de serres pour faire pousser leurs différentes des fruits, légumes, et donc avoir finalement un ensemble de fonctions superposées qui permettent, vous le voyez sur ce dessin, d'avoir vraiment une mixité, on va dire, de public. On y trouve aussi bien de l'habitat que du travail, que des équipements. Et c'est un projet qui, pour l'Islande, est très important, sans parking. Parce qu'on a cette ligne de transport urbain qui arrive dans le bâtiment. Donc voilà, et cette image que je n'ai pas pu montrer tout à l'heure. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre projet en Belgique, dans un environnement portuaire, qui est Zeebrugge, au nord de Bruges. On n'est pas très loin. Moi, je trouvais que c'était intéressant de le montrer parce qu'on est en contexte du Havre. Donc, c'est une ville, Knock, si vous la connaissez, plutôt une ville balnéaire. Il y a la partie, le front de mer, que moi j'appelle un peu le front de l'Atlantique, qui a été construit dans les années 60-70, avec beaucoup de bâtiments de grande hauteur sur la mer et qui en obstruent la vue. Et la partie Eist, qui est plus à l'ouest de la ville, la partie, on va dire, vraiment centre-ville, c'est Knock, le Zout, est plus à l'est. Donc là, on est dans l'entrée de ville. Et le maire, on avait perdu un concours parce qu'on proposait une tour horizontale au lieu de proposer une tour verticale en front de mer. Mais le maire avait trouvé notre projet intéressant et nous a confié donc cette place, qui est une place du marché, sur laquelle il y avait un bâtiment avec des services administratifs de la mairie. Et il nous a demandé de réfléchir
donc à la restructuration des services de la mairie et avec une extension de services augmentés, dont je parlerai, de logements sociaux, de logements en accession. C'est une place cernée de bâtiments, qui sont de faible hauteur, R+2 et donc il y avait une certaine densité qui était demandée, donc on a développé cette densité verticale, mais on l'a développée, à la manière d'une rue finalement horizontale. Cette idée, de pouvoir rencontrer ses voisins, de pouvoir échanger avec ses voisins et donc tout le dispositif est autour de coursives qui sont à l'air libre et tous les 3-4 étages, il y a des terrasses partagées, donc accessibles aux enfants, à tout le monde. Il y a des serres et c'est vraiment cette idée de pouvoir retrouver une convivialité entre logements. On habite dans la verticalité, mais cela n'empêche que donc vous pouvez développer une convivialité avec vos voisins, que ce soit aussi bien donc en accession qu'en social et dans le socle des services de la ville qui sont très variés. Ça va de la ludothèque, de la bibliothèque, la salle des associations, le commissariat, la salle des mariages. Il y a vraiment toute une série de services qui sont là et qui sont finalement en interaction avec le marché qui vient occuper la place. C'est un projet, je ne sais plus si c'est 2012 ou 2014, c'est une commande très ancienne. Mais vraiment, ce qu'a fait la ville, c'est un travail de concertation. On a été de nombreuses fois. On a fait des conférences, on a fait des expositions, on a discuté avec les habitants. L'ajustement du positionnement de la tour a été vu pour que un rayon de soleil ne vienne pas obstruer une partie particulière. Donc, on n'a eu aucun recours. Ça s'est vraiment fait d'une manière, on va dire, sur le temps. Il faut prendre le temps, mais de manière partagée. Voilà, on peut dire que l'image pourrait surprendre certains parce qu'elle est très vive, elle est très colorée. Mais voilà, je peux dire que ça s'est fait en concertation, en échange. Et là, le chantier est en cours et le maître d'ouvrage on fait régulièrement des visites. Et bon, là, on est ravis que ce projet se fasse. Je vais vous montrer un plan. Donc, vous voyez un espace, une cour intérieure. Donc, chaque logement est distribué par des coursives extérieures. Et tous les 3-4 étages, vous avez une terrasse qui fait entre 25 et 50 mètres carrés, qui est partagée, qui est en espace en accès libre. Donc, certaines vues. Et il y a bien sûr un clin d'œil au port de Zeebrugge avec les porte-conteneurs. Donc, voilà. Je pense qu'ici, vous avez un artiste qui a fait une œuvre avec des conteneurs un peu. Et donc là, voilà, par exemple, vous voyez donc une des petites serres qui s'installent dans ces terrasses, qui sont donc des serres partagées par les habitants. Et donc là, j'étais ravie de voir que Nicolas Détry a montré une partie des magasins généraux tout à l'heure. Donc, je vous parlais de ce projet qui est construit depuis un moment, mais il y a quand même une histoire à partager avec Le Havre, parce que c'est les magasins généraux du coup, Paris-Est, en fait, sont un des premiers bâtiments en béton armé construits à Paris. Et c'est 1907, donc contemporain de Perret. Donc, on ne sait pas très bien qui a fait le premier bâtiment, mais c'est un des premiers bâtiments béton armé, mais l'architecte est moins connu que Perret, c'est Morin-Gastiot. Donc, ce bâtiment, c'est un bâtiment fonctionnel, technique, qui servait à décharger les péniches qui empruntaient la Seine et pour les amener vers le ferroviaire, vers la gare d'Austerlitz. C'est un très grand bâtiment qui a été démoli en plusieurs fois, qui a été démoli pour faire le pont Charles de Gaulle. Voilà. Donc là, vous voyez quelques images historiques. Donc, c'est un bâtiment extrêmement intéressant parce qu'en fait, il porte des charges. C'est plus de 4 tonnes au mètre carré. Il avait correctement vieilli, mais n'empêche que la ville avait décidé de le démolir. Et au moment de la démolition, certaines voix se sont élevées, mais est-ce qu'on devrait vraiment le démolir ? La ville a décidé de lancer un concours. Soit un projet avec des opérateurs, et soit il y avait un projet qui pouvait convaincre, soit le projet de démolition continuait pour faire un parc à la place du bâtiment. Donc, on avait entière liberté dans ce concours. On pouvait tout casser à moitié, on pouvait faire ce qu'on voulait. Il n'y avait pas de restrictions. Nous, on a considéré que c'était un bâtiment intéressant, déjà un témoignage constructif, 1907, un des premiers bâtiments en béton armé, une trame très régulière qui avait été observée par Le Corbusier, qui avait la péniche qui était pas très loin en béton armé. Et c'est vrai qu'on le regarde, on peut faire un petit clin d'œil à la maison Domino. Donc, c'est un bâtiment sériel, 4 trames de 7,50 m, une trame de 10 mètres, extrêmement régulier. Et nous, on s'est dit, finalement, c'est une structure capable. Elle est là. Au lieu de la démolir, de casser du béton, de le mettre dans des barges pour aller je sais pas où, tout refaire, tout reconstruire, on le garde. On garde la structure. On la garde dans ses imperfections.
hein. C'est un béton avec des gros cailloux, avec les fers, des fois, qui affleurent à la surface du béton. On le garde et ça nous donne des planchers, dans lequel, on va installer des fonctions. On était avec, la Caisse des dépôts, avec ICAD et l'Institut français de la mode, mais on utilise les surfaces de manière assez libre à l'intérieur et on a proposé, parce que vous pouvez le voir là sur cette image, qu'il y avait des escaliers en porte-à-faux. Il faut savoir que sur la Seine, c'est très compliqué de pouvoir construire sur l'eau, c'est interdit. Mais vu qu'il y avait un dispositif qui était là, en fait, on a augmenté ce dispositif et on a proposé de faire nos circulations non pas à l'intérieur du bâtiment, mais de faire profiter au plus grand nombre la vue sur la Seine. Et c'est pour ça qu'on a installé ce qu'on appelle le plug, ce qu'on a construit nous, donc une structure en acier préfabriquée, conçue en 3D, préfabriquée Vermès et assemblée depuis la Seine par bateau, avec les entreprises Eiffel. Mais cette idée-là, je trouve extrêmement intéressante à rejoindre, c'est que il faut investir des espaces qui sont construits, les usages changent, mais en fait, on peut réadapter de nouveaux usages et on essaye de faire avec ce qui est déjà là, mais aussi en y ajoutant une expression contemporaine. Et là, donc, le parallèle, on le trouvait intéressant, béton armé 1907, un des prototypes de béton armé. Et là, avec les entreprises Eiffel, on a tout construit dans leur atelier, d'après des fichiers 3D, réassemblés et assemblés sur site. Et il y a une distinction. Donc là, c'est le système en arborescence qui vient se fixer sur la trame du bâtiment qu'on a développé et qui donne donc ce plug, qui sont des circulations extérieures qui amènent au toit. Parce que aussi, les toits, bon, voilà, c'est des surfaces qui sont maintenant de plus en plus utilisées. Ce sont des surfaces qui sont souvent inexploitées. Et là, on est sur un toit sur la Seine, on ne pouvait pas ne pas l'exploiter. Donc cette grande circulation publique, parce qu'on peut l'emprunter depuis les quais, amène un cheminement qui amène sur le toit, où il y a des activités de café, de restauration. Et dans les étages, à l'intérieur, c'est l'Institut français de la mode. Donc j'aime bien, c'est un bâtiment multimodal. Vous voyez les quais, enfin les escaliers qui sont dehors, qui permettent d'accoster en bateau. Et on a l'idée, voilà, donc c'est un peu plus en détail, hein, donc on arrivera à avoir un vrai système de bateau-bus à Paris qui fonctionne. Le bâtiment est prêt et les circulations ont l'air libres. Donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure de sobriété. Mais je peux vous dire que quand on l'a proposé au début, tout le monde n'était pas content parce qu'on ne faisait pas une circulation tempérée, chauffée, climatisée. On est à l'air libre. Donc il fait froid, bah, moi c'est mon taux, il fait chaud, on enlève sa veste. Mais toutes les circulations, la majeure partie des circulations sont à l'air libre et ensuite on rentre vraiment dans l'espace. Et ça, c'est quelque chose vraiment qu'on prône dans nos différentes constructions. C'est cette liberté finalement de se retrouver dehors, mais on est protégé, on a une casquette en béton. On est protégé quand même du vent. Il y a du vent, mais on est quand même un peu protégé du vent. La vue depuis l'intérieur. Donc, souvent, dans nos bâtiments, on dit, mon Dieu, on voit un extérieur, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? On ne sait pas ce qui se passe. La relation depuis l'intérieur est extrêmement importante. Il faut vraiment rentrer dans nos bâtiments pour la comprendre. Et pas toujours facile, perceptible. Je me rends compte en parlant avec des personnes depuis l'extérieur. Mais on est toujours très transparent de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici, dans le plug, les vitrages au niveau de l'œil humain a une sérigraphie très claire. Et au fur et à mesure où on monte en zénithal, elle s'opacifie pour se protéger du soleil. Et donc, quand on est à vue d'œil, en fait, on a vraiment une vue en transparence sur la Seine. Mais c'est vrai que de l'extérieur, vous voyez une couleur. Mais voilà, donc il faut vraiment expérimenter les bâtiments, il faut les rentrer à l'intérieur pour les voir. Donc, il y a des percées. Donc, ça, j'aime beaucoup aussi. On a pu faire quelques percées pour voir mieux la scène du bâtiment et de comprendre. Donc, on a l'escalier depuis l'eau, le quai haut et ensuite l'escalier du plug qui monte en terrasse, la terrasse. Et cette idée, qui n'est pas encore construite, de faire une passerelle vers l'intérieur du 13e arrondissement. C'est l'idée qu'en fait, on accompagne les promenades le long de la Seine, mais on a proposé de faire aussi une passerelle qui aille vers l'intérieur de l'arrondissement et qui pourrait aller rejoindre la Salpêtrière. Bon, je pense qu'un jour, et ce qui est très intéressant, c'est que des quartiers du 13e arrondissement, parce qu'ils ont fait d'autres passerelles au-dessus des voies ferrées, on pourrait finalement aller jusqu'à la Seine. Et donc vraiment dans un cheminement de circulation piétonne. Moi, ce que j'ai toujours beaucoup apprécié, si certains de vous sont allés à Hong Kong, on a tout un réseau piéton dans les premiers étages des bâtiments qui en fait connecte tous les bâtiments. Donc les piétons, ils n'ont pas besoin de descendre, ils peuvent circuler de bâtiment en bâtiment. Et ici, voilà, on espère pouvoir réussir un jour à le faire. Vous la voyez ici en image. J'ajoute Oui. que l'autre côté du bâtiment, donc le côté qui n'est pas Seine, là, ce qu'on voit ici, effectivement, cette rue,
c'est un espace assez dur à Paris, hein. Complètement. C'est un espace Ah, mais assez moi, je violent. milite parce qu'en fait, ils ont fait tout un aménagement urbain autour de la gare d'Austerlitz, qui est très qualitatif. Mais lui, il faut le continuer jusqu'ici. Absolument. C'est... C'est un Et puis, espace où, typiquement, il y a pas de pa il y a que enfin, de mémoire, il y a presque pas de passage piéton. Donc en c'est fait, très désagréable. quand on est tanké sur un Mm, côté, on peut pas passer de l'autre tout côté. à fait. C'est beaucoup de voitures, comme on le voit là. Ouais, Et effectivement, il y a une, dureté urbaine, de ce côté-là du bâtiment qui fait que c'est un peu un complètement. non-lieu pour les piétons, quoi, Tout à fait. tout cet Mais je endroit. pense que cet aménagement urbain, il va venir avec le temps. Hein, tu vois, si en plus, dans les autres magasins généraux, il y a d'autres espaces, mais la place de la voiture se réduit à Paris, donc ça va venir, mais il y a un temps. En fait, le temps des bâtiments, c'est pas juste l'inauguration. Vous avez le temps de l'inauguration, vous avez le temps des habitants qui déménagent, des usages, et ben après, des fois, des adaptations des usages. Je pense qu'il faut regarder. Bon, là, le temps devient un peu long, mais c'est comme un paysage. Le temps que le paysage s'implante, il faut être patient. Donc là, quelques vues, voilà, une vue depuis la Seine. Et donc, un des restaurateurs nous avait demandé d'installer un espace sur la piazza qui fait le lien avec les autres magasins généraux où est installé donc Yes We Camp avec Nicolas Détry. Et donc, on avait proposé un écran sur votre façade. On avait eu l'autorisation du port pour faire des projections de cinéma à l'air libre. Et voilà, là, je rejoins l'art. C'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire tant qu'on peut. On adore toujours travailler avec un artiste dans les projets. Donc, si on peut travailler avec l'artiste dès le concours, dès les premières concepts, c'est parfait. Là, Yann Kersalé a fait la mise en lumière. Et, euh, et en fait, l'histoire j'aime bien parce que on cherchait d'abord quelqu'un pour travailler la lumière. On n'avait pas pensé à un artiste. On en a vu plusieurs, on n'était pas satisfait. On rencontre Yann. Et donc, on fait la proposition au promoteur de Yann. Ils me disent, mais attendez, on a parlé d'éclairagiste, on n'a pas parlé d'un artiste. Et Yann nous avait dit, écoutez, je suis sûr qu'à un moment, il va y avoir un blocage. Moi, vous me donnez le budget, ligne, éclairage du bâtiment. Je travaille avec ça. Et c'est ce qu'a fait Yann. En fait, il a pris le budget éclairage du bâtiment, éclairage fonctionnel du bâtiment, mais il l'a transformé en éclairage artistique. Et ce qui fait que tous les éclairages, maintenant il y a eu quelques petits changements, mais tous les éclairages à l'origine, aussi bien extérieur, intérieur, étaient en fait dessinés par Yann, mais avec des éclairages de standard du commerce. Et c'est juste la manière dont on le dispose dans l'espace, dans tel endroit, c'est son regard artistique qui accompagne le bâtiment. Pas pourquoi là, il veut plus. Vassili? Ah, non. Ah, ouais, écoutez, voilà, une vue de la fin de ce bâtiment dans son contexte, donc la Seine, voilà, Paris et le bâtiment. Et on peut voir que l'intervention de l'artiste est quand même extrêmement importante dans le projet urbain ici. Alors, un autre port, un ancien port, c'est Confluence à Lyon. Donc, c'est des docks. Hein, donc là, vous voyez, ce sont des entrepôts qui étaient donc désertés, mis en service. Et donc, la ville de Lyon a développé tout un projet de transformation en gardant certains des bâtiments, en démolissant d'autres. Nous, on a réalisé 2 bâtiments. On a réalisé le cube orange que vous voyez là à gauche de l'image et le cube vert que vous voyez à droite. Donc, le cube orange est une extension d'Arche industrielle Les Salines. Le cube vert est un parallélépipède neuf, mais sur des bases pareilles. Hein, vous voyez dans tous ces projets, sur des constructions finalement industrielles, c'était un sol qui était déjà minéralisé, déjà construit. Ce ne sont pas des sols vierges en fait sur lesquels on a construit. La programmation de ces bâtiments était des immeubles tertiaires, des immeubles profonds parce qu'ils faisaient 30 mètres par 30 mètres, avec une demande d'atrium. Et nous, on s'est dit, sur un contexte aussi beau, parce qu'on est devant les collines de Balme de Lyon, on est orienté vers l'ouest, on est sur la Saône. C'est un peu dommage quand même de faire un bâtiment de bureau avec un atrium central. Enfin, vous voyez tous le modèle. On trouvait ça quand même pas très adapté. Et donc, on a proposé ce système de cône ouvert. Alors, donc là, c'est encore une vue du site avant. Avant démolition des bâtiments et avant intervention. Et on a proposé ce dispositif de cône qui vient prendre des vues du paysage, du ciel,
et qui vient percuter un modèle de bureau traditionnel. On n'avait jamais fait de bureau. On a pris les codes du bureau, une trame de 2,70 m, la hauteur. On a pris tous les codes du bureau, la hauteur, la trame, le fonctionnement. Mais on est venu ramener ces cônes de paysage à l'intérieur, qui amènent de la lumière naturelle, qui amènent de l'air, et qui, dans les usages, pour nous est très important, amènent des balcons à chaque plateau de bureau. On voulait casser cette image de l'immeuble de bureau, vous pouvez un peu voir à gauche, mais qui est de l'idée, c'est qu'on fait un immeuble de bureau, vous avez des plateaux tertiaires, et si vous avez besoin de prendre l'air, de respirer, de donner un coup de téléphone, de fumer une cigarette, je ne sais quoi, vous avez besoin de descendre, de sortir dehors. Là, l'idée, c'est que vous avez un balcon, vous passez plus de journées, c'est avant le télétravail, plus de journées au bureau que chez vous. Donc le balcon chez vous, vous en profitez un peu le week-end pendant les vacances, mais un balcon au bureau, on peut en profiter tous les jours. Donc c'est vraiment c'est un dispositif qui était extrêmement important. Et cette idée de mettre ce cône en façade qui entre à l'intérieur, c'est aussi de dire, il n'y a pas des bureaux privilégiés qui ont la Saône, des bureaux non privilégiés qui sont vers les voies ferroviaires, vers le bruit. Et donc là, de chaque plateau, on a une vue vers l'eau, vers le ciel. On essaie vraiment de travailler, on va dire, une égalité de traitement des espaces de travail. Et ça, je pense que dans la qualité des espaces de travail, c'est extrêmement important. Pour qu'on se sente bien dans un espace de travail, il faut qu'on puisse aussi respirer. Donc là, c'est qu'on amène de la lumière, différentes images. Vous voyez une trame en aluminium qui fait un premier filtre pour casser les rayons de soleil. C'est un motif qui se répète 4 fois qu'on retourne. Et derrière, vous avez une façade juste traditionnelle de bureau. C'est une façade Vicona industrielle. Vous la trouvez dans les catalogues. Elle n'a rien de particulier. Mais par contre, la particularité, c'est cette maille d'aluminium qu'on a disposée avant. Et ensuite, le jeu de couleurs. Il y en a une qui est plus foncée que l'autre, qui donne ces vibrations. On travaille aussi toujours sur l'identification, que ce soit aussi bien dans les logements que dans les bureaux. On essaye toujours on a besoin d'avoir une identité par l'espace qu'on habite, aussi bien pour le logement que le travail, de ne pas être perdu dans une masse. Où suis-je là-haut, en bas, à gauche, à droite, j'ai du mal à me repérer. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est qu'on a travaillé un système de fenêtres continu. Et ensuite, soit vous avez une allège vitrée, soit vous avez une imposte haute. Il y a toujours des légères petites adaptations, ce qui fait que chaque bureau est légèrement différent, mais dans un dispositif qui, lui, est sériel. Donc là, vous voyez les espaces accessibles depuis chaque plateau de bureau, le soleil qui entre à l'intérieur, et dernier étage, on avait une demande de retrait. Ce qu'on voit souvent dans les aménagements de ZAC, on demande toujours à ce que le dernier niveau soit en attique, soit en retrait. Et là, ce qu'on voulait, c'était que ce retrait, cet espace disponible de 4 mètres, soit vraiment habité. Et pour être habité, si vous avez un garde-corps, vous êtes finalement exposé sur l'extérieur. Vous avez le vent, on ne serait pas vraiment chez soi. Là, l'idée de monter la façade, on développe vraiment un entre-deux. Donc, on est dehors, mais il y a une façade, et là, c'est vraiment celui qui occupe les lieux qui a fait ces aménagements. Elle est vraiment occupée. Maintenant, ils plantent des tomates, ils font du sport. C'est vraiment un lieu utilisé par les salariés. Mais j'en suis persuadée, si vous aviez que la hauteur de garde-corps que vous voyez derrière, il n'aurait pas été aussi bien habité parce qu'on se serait senti projeté sur l'extérieur. Donc voilà, et ça, ce sont toujours finalement des captages de vue particulières. Et comme ça, chaque bureau a sa petite vue particulière. Et comme vous voyez, à l'intérieur, c'est très transparent. La maille est perforée à 75%. Donc, je vous montre aussi le cube vert, qui est le grand frère. Les 2 projets ont été gagnés en même temps, ne sont pas faits dans la même temporalité, mais pour la siège de télévision Euronews. Et comme on a quelques années de décalage, on avait travaillé au concours avec Fabrice Hibert, qui avait proposé un hammam en rez-de-chaussée. C'est des immeubles dont le concours a été fait sans qu'on connaisse l'utilisateur. Il n'y avait pas de client. C'est la ville qui a lancé les concours. Elle a voulu proposer des bâtiments, et ensuite, elle est allée chercher des utilisateurs, des preneurs. Donc, on ne savait pas que ce serait une télé. On savait que ce serait un immeuble plutôt de bureau tertiaire, mais on ne connaissait pas l'utilisateur. Et quand Euronews est venu, Euronews me dit, bon, le hammam, c'est pas trop... voilà, un sauna, ils ne sont pas comme au Havre, mais on n'en veut pas. Et donc, moi, j'ai dit à Fabrice, écoute, si tu veux rester dans le projet, il faut que tu intègres l'architecture. On ne puisse pas dire on n'a pas besoin de l'artiste, il faut qu'il soit dans le bâtiment.
Et donc, il nous a proposé de dessiner la façade avec des ondes et contre-ondes. Et donc, tous les motifs que vous voyez sont en fait une grande œuvre artistique dessinée par Fabrice Hibert. Et voilà, moi, je trouvais que c'était fantastique de travailler avec un artiste qui puisse amener son regard. Et je trouve que les deux cohabitent extrêmement bien. Voilà, donc ondes et contre-ondes de Fabrice Hibert. Et ensuite, vous avez toujours ces balcons. En plus, pour une télé, c'est 7 jours sur 7, toute l'année. Donc, le fait qu'ils puissent avoir des espaces extérieurs accessibles en tout moment était un avantage. Et ensuite, vous avez ce grand cadrage général sur la Saône et ce grand cadrage sur le ciel, ce qui fait que le promoteur du Cube Orange me disait au début, il voulait couvrir de planchers de verre tous les planchers, ce qui perdait de la surface. Et in fine, il a dit, écoutez, je suis ravie parce que finalement, chaque jour, c'est différent. Chaque jour, je vois de ma fenêtre un paysage différent. Donc voilà. Mais donc, il faut aussi savoir parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants, qu'on a une idée, qu'il faut vraiment continuer à défendre son projet. Parce qu'à ce moment-là, avec le promoteur, a été très difficile. Il y croyait à son plancher de verre. Il nous fermait tout en plancher de verre. Pour lui, l'architecture ne changeait pas. Et lui a récupéré des surfaces. Donc, il y a eu un petit moment de tension, mais voilà, maintenant, tout le monde est ravi. Donc, une vue de lumière. Le dernier projet que je vais vous présenter est l'Université française du Caire. Donc là, on change de continent. On n'est plus dans le froid, on est dans le chaud. Enfin, ils ont quand même des hivers au Caire. Mais donc, c'est un campus avec des fonctions très différentes, qu'on va aussi bien du logement, à l'enseignement, bien sûr, à la recherche, mais aussi au sport, à la restauration, learning center, piscine semi-olympique. Enfin, c'est vraiment comme une micro-ville qui est située à l'est du Caire, entre le Caire et la nouvelle capitale. Et là, la condition climatique était vraiment essentielle parce qu'on veut réduire. Le Caire, c'est une ville, c'est une mégalopole qui n'arrête pas de s'étendre, mais quand même qui a beaucoup de bâtiments tertiaires et même les logements sont tous climatisés. Et on a ce travers, hein, voilà, on a très chaud, donc on va avoir très froid. Mais nous, quand on se promenait dans les souks du Caire, en fait, il fait très bon, il y a de l'air, et ils ont ces toits qui viennent faire une jonction entre les différents bâtiments construits, avec des puits de lumière qui amènent la lumière. Et en fait, là, il n'y a pas de clim, hein, il n'y a pas ni de chauffage en hiver, ce qui fait quand même peut faire froid, et on est bien. Et donc, on a proposé ce dispositif qui n'était pas vraiment dans leur document d'urbanisme à l'époque, de faire une vaste ombrière. Cette ombrière porte des panneaux solaires. Elle protège aussi bien les bâtiments de l'impact solaire que les espaces piétons, urbains, et les espaces extérieurs de l'université. Donc là, vous avez un diagramme. C'est quelque chose qu'on essaie de faire souvent dans les projets. C'est des diagrammes qui expliquent finalement tous les dispositifs, parce que vous avez l'image du projet. Mais après, c'est important aussi d'expliquer le fonctionnement du projet. C'est parce qu'on comprend le fonctionnement du projet qu'on arrive aussi à comprendre après l'architecture. Donc là, vous voyez donc protection du rayonnement solaire, ventilation naturelle à travers les bâtiments et des jardins semi-enterrés dans le sol avec des plantes xérophiles qui consomment peu d'eau pour essayer de rafraîchir l'air au niveau de la circulation piétonne dans les espaces du bâtiment. Donc bon, là, vous avez à nouveau une axonométrie explicative. Donc, vous voyez le toit, la canopée, les bâtiments, très simple. Là, on est vraiment dans des bâtiments réversibles, aussi bien logement, éducation, administratif. C'est la même trame, toujours avec un patio ou une cour. Ils sont ou en L ou en U ou en carré avec un patio intérieur. L'espace vert qui vient toujours rafraîchir avec des points d'eau, comme vous pouvez les voir dans des riades de temps en temps. Mais ce petit élément d'eau, en fait, extrêmement important pour rafraîchir l'air ensuite qui circule dans le bâtiment. Les eaux grises, récupération des eaux grises pour les jardins. On a essayé de faire un système de pluie climatique, mais comme on n'a pas de sous-sol, cela nous demandait de descendre trop bas pour avoir la terre rafraîchie, pour avoir vraiment un système qui puisse fonctionner. Donc là, on a dû revoir ce système-là. Donc voilà, donc ça c'est une vue très simple de notre agence, qui était plutôt, on va dire, une vue interne. Mais finalement, les Égyptiens ont beaucoup communiqué sur cette image.
pas sur les grandes perspectives faites par un professionnel de l'image, mais pas celle-ci, parce que je pense que quand je vous fais le parallèle avec le souk, en fait, elle parle. Et d'avoir donc un espace piéton avec des ombres projetées, avec du végétal et des rez-de-chaussée qui sont assez ouverts en pied de façade pour faire circuler l'air le plus. Donc là, vous voyez les jardins encaissés. Une autre jolie histoire sur la matière de la façade. Au moment du concours, c'était pas si évident pour nous de savoir vraiment quels sont les matériaux dont on pouvait disposer, mais on a pensé à la brique. La brique, c'est fait avec la terre, on la cuit, donc là, on brûle un peu de CO2, mais c'est quand même, on va dire, une source naturelle. Mais on n'arrivait pas vraiment à trouver une pierre, enfin une brique qui était dans cette teinte un peu sable. Ils ont une brique qui est très rouge. On la trouve, enfin, on l'a trouvé trop en contraste. Et notre architecte associé sur place m'a dit, «Mais écoutez, on ne trouve pas votre brique, mais on a une pierre qui est juste là, pas très loin, qui ressemble à votre brique.» Et donc, en fait, c'est une pierre très simple, la hachement. Et donc, toutes les façades extérieures du projet vont utiliser cette pierre hachement. Donc, c'est là aussi, ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'on commence avec une idée, mais finalement, en allant, enfin, en discutant, on se rend compte que finalement, mais on arrive toujours à adapter. Quand on a des grands systèmes, on arrive à s'adapter et à trouver quelque chose de pertinent qui fasse sens dans le projet. Donc ça, c'est la pierre. euh, dans des carriéristes qui transforment la pierre, qui la découpent avec des méthodes assez ancestrales. Donc à gauche, des débris de cette pierre qu'on va essayer de récupérer pour faire nos protections d'étanchéité. Et à droite, vous avez le terrain, donc un grand terrain plat, très sableux. Donc là, c'est les vues des chambres étudiants. Donc juste aussi, on a parlé logement tout à l'heure, logement étudiant. Ce qui est intéressant quand on arrive à avoir un peu de liberté de discussion avec les clients, c'est le programme prévoyait 400 chambres d'étudiants avec kitchenette, salle de bain. Vous voyez que c'est énorme. Donc faire une ventilation transversale dans ces conditions, c'est économiquement presque impossible. Et donc on a proposé de faire des appartements en co-living de 6 chambres avec une pièce partagée. Et là, vous avez une ventilation transversale depuis l'accès en coursive et avec des balcons qui sont de l'autre côté. Et les façades en retrait sont faites en terre. Et là, pareil, en discutant avec des artisans, on est en train de faire analyser la terre, mais on devrait pouvoir utiliser la terre même du site. Donc, on creuse pour faire nos fondations. Cette terre, on la conserve et on peut l'utiliser pour la construction. Et donc là, il y a un peu une action participative des étudiants. Donc là, c'est la vue de l'auditorium. Donc, toujours la pierre, la terre, on est très monomatériaux. Et là, on a fait juste pour vous montrer ce que c'est finalement la terre, c'est très simple. Je ne le savais pas, mais c'est très, très simple. On a fait un workshop avec des étudiants de l'université et qui je ne sais pas si la vidéo marche, mais voilà, en fait, qui ont construit un mur en 48 heures. Elles ont fait un prototype du mur de l'université. C'est un mélange de terre, elles les mettent dans un seau. Ils ont construit un échafaudage, ils compactent la terre dans l'échafaudage. Ils ont laissé sécher 48 heures et on avait un mur. Donc, pour les étudiants, c'est toujours de participer, de construire, de se rendre compte que finalement, on peut construire avec ses propres mains. Et je pense une relation vraiment à l'échelle, à la matière qui est extrêmement intéressante et qui casse beaucoup de freins, de fuites qu'on peut avoir entre d'aborder finalement la petite dimension à la grande dimension. Voilà, merci. Si vous avez des questions. Merci Dominique. Un très beau voyage dans vos réflexions qui montre qu'on peut faire de l'architecture emblématique très forte et très prégnante dans la ville et en même temps la construire assez intelligemment et justement par rapport au contexte. Juste une question, donc ça veut dire qu'il n'y a pas du tout de climatisation dans les chambres étudiantes là du Caire ou... On met des ventilateurs, des brasseurs d'air. D'accord. Et dans certains espaces qui sont... Le problème, c'est le sable. Et donc, quand il y a des atmosphères trop fragiles, comme des laboratoires de recherche, là, on met quand même... Mais c'est du RR, donc c'est quand même pas aussi nocif qu'une climatisation. Mais on privilégie vraiment le traversant avec des brasseurs d'air et de limiter l'apport, on va dire, énergétique au moment où il fait très chaud. Donc, l'idée, c'est de réduire ces moments-là. Et sachant qu'en plus, l'université, normalement, juillet, août,
donnent pas beaucoup de cours, à moins qu'ils aient des séminaires, enfin des activités particulières. On va dire qu'en période très chaude, donc voilà, donc c'est ce qui est développé. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions à Dominique? Je sais qu'il y a quelques architectes dans la salle ou en tout cas travaillant dans des métiers proches. On n'a pas souvent la chance d'avoir des McFarlane avec nous, enfin en tout cas une partie des McFarlane, des Jacob et McFarlane, pardon. Brendan était retenu à Paris sur un concours. On a cru jusqu'à la dernière minute qu'il allait pouvoir venir, mais finalement il a été retenu à Paris. Il n'y a pas d'étudiants en archi à ma connaissance. Il n'y a pas, non, il n'y a pas d'école d'architecture. Ah, une question là-bas. Bonjour. C'était pas vraiment une question, c'est plus une invitation pour réagir à votre dernière présentation sur le workshop en terre crue. Ça m'a fait tout de suite lien avec le projet Hangar Zéro au Havre, où on expérimente beaucoup ces choses-là, d'apprendre à faire aussi pour les non-initiés. Et j'avais envie d'inviter ceux que ça aurait pu interpeller justement de venir tester ça au Hangar Zéro, où justement vous montriez les techniques de construction de murs en pisé. Je suppose que c'était la technique du pisé. Et donc voilà, on a des chantiers participatifs toutes les semaines sur la terre crue où on teste les enduits, etc. Et je voulais rebondir sur ça parce qu'effectivement, je trouve que sur l'expérimentation de la ville, ça crée aussi des moments en fait de rencontre au sein de la ville, au sein d'un quartier en plus qui est un petit peu à part au Havre, où au-delà de construire ensemble les murs, on construit aussi ensemble le quotidien, des rencontres, des nouveaux liens, et dans un quartier qui est en pleine transformation. Voilà, c'était une petite aparté. Merci en tout cas. Ouais, c'est super. Mais je pense que ce qui est extrêmement intéressant dans ces expériences, c'est de mélanger les intervenants. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un conseil cratère français et des spécialistes égyptiens. Et ce qui était extrêmement intéressant, c'est que les deux, en discutant, on a mis au point le projet. Mais c'est parce qu'en fait, les deux se sont rencontrés que les Égyptiens nous ont dit, mais nous, c'est plus facile. Au début, on était parti pour dire de la BTC, de l'abri de terre crue. Parce qu'en fait, c'est un peu notre environnement. Et les Égyptiens, eux, font plutôt du rammed earth, donc le pisé. Pour eux, c'est quelque chose de plus fluide dans la technique constructive. Donc, pour eux, c'est bien moins onéreux. Mais après, ils ont des manières de la protéger avec des gommes à l'extérieur. Mais ce qui était, je trouvais passionnant, c'était que ces deux expériences se rencontrent, échangent. Et de là, naît le projet, la mise au point. Et ça, c'est donc si vous pouvez, c'est vrai que c'est de faire rencontrer différentes pratiques est toujours extrêmement enrichissant. Et d'ailleurs, la terre que vous utilisez au Hangar Zéro, elle provient d'où? C'est bon? Merci. Elle provient de différents chantiers. En fait, tout le principe du Hangar Zéro, justement, c'est le principe du réemploi. Donc, on a une plateforme au sein du hangar qui met en lien des chantiers de démolition avec ce chantier de construction. Parce que c'est un projet citoyen qui est construit avec les moyens du bord et avec les partenariats qu'on arrive à construire sur le territoire. Donc, en fait, pour la terre, c'est pareil. On la récupère là où on peut. Le plus proche possible de notre territoire d'action. Et en fait, on expérimente plein de procédés. On a effectivement, nous aussi, fait du pisé pour construire le bar du restaurant. Mais au-delà de ça, on teste plein de mélanges en fait, avec du carton, de la fibre, des sacs à café, parce que donc, le Hangar Zéro se trouve justement sur l'interface ville-port dont on a beaucoup parlé ce matin. En face de la cloche des dockers. Et du coup, il y a aussi ce lien avec tout ce qu'on peut trouver comme matériaux autour, les usines, et puis justement un peu l'historique, les sacs à café, tout ça. Il y a plein de partenariats qui se créent. Donc, à chaque fois qu'on a de la ressource, on va inventer des nouvelles recettes presque d'enduits, etc., en fonction de la ressource qu'on a. Le projet est vraiment construit dans cette démarche-là. C'est en fonction de ce qu'on a sur le territoire qu'on va inventer des nouvelles manières de faire avec les matériaux. Super, écoute, je viendrai voir. Pour information, donc le Hangar Zéro, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est quai de Saône.
Il y a Ketson? Ketson. Ok, C'est voilà, pour ça que c'est ouais. drôle. C'est Ketson, mais ça n'a pas de lien direct Bien sûr. avec la Saône. Enfin, il doit y en avoir un, pardon, je ne m'avancerai pas. Mm. Le numéro exact, 37. 37 Ketson. Allez, un peu de promo pour le hangar 0. Moi, j'irai voir, promis, ça m'intéresse. Super. Merci beaucoup Dominique. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir accueillir notre dernière intervention de la journée. Merci Merci, beaucoup Dominique. merci. Merci.